Bonjour à tous. C'est un idéal que l'Afrique peine à réaliser. La couverture sanitaire universelle qui devrait permettre à cette frange de la population laissée sur le carreau de bénéficier des soins de santé de qualité en dépit de la volonté de certains États africains et des nombreux efforts dans ce sens. Cette ambition est toujours perçue comme un rêve. Qu'est-ce qui empêche l'atteinte de cet objectif? Quels en sont les goulots d'étranglement? Nous allons en débattre sur ce plateau avec les invités. Bonjour, chères dames. Bonjour, messieurs. Nous avons sur ce plateau Madame Dr Kefilat Bello. Elle est médecin en santé publique, directrice adjointe du CERUD, Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie. Merci à vous, Madame. Merci, monsieur le journaliste. Roch Wihen, vous êtes professeur titulaire en anthropologie de la santé à l'université d'Abomey-Calavi, directeur de la LAMA, laboratoire d'anthropologie médicale appliquée. Merci à vous, professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Un autre invité, mais qui va intervenir via WhatsApp, il sera en ligne. Joseph Mabo, il est économiste de la santé, officiant comme consultant chez Research for Development International. Basé au Cameroun, il va s'intéresser particulièrement à l'analyse de l'économie politique de la CESU dans les pays de l'Afrique francophone. Bonjour, docteur Joseph. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de m'associer à cette initiative. C'est notre devoir, la liaison est établie. Nous allons très rapidement passer à la première question adressée à Dr Kefilat. C'est quoi la couverture sanitaire universelle? La couverture sanitaire universelle est un objectif que tous les pays du monde se sont donnés à atteindre. Et on peut définir la couverture sanitaire universelle comme une situation dans laquelle toutes les personnes et toutes les communautés ont accès à des soins de santé dont ils ont besoin pour rester en bonne santé, sans que les coûts de ces soins-là les appauvrissent ou pire les empêchent d'avoir cette bonne santé-là. Voilà, nous allons rapidement descendre dans la rue pour voir si nos concitoyens ont la même appréhension de ce concept. Nous allons regarder ce micro-trottoir réalisé à cet effet. Regardez. La couverture sanitaire au Bénin, c'est de pouvoir prendre en charge les personnes à faible revenu dans le domaine de la santé, d'autant plus que quand même le Bénin fait partie au moins de ces pays qui, au fait, il y a un certain nombre de maladies qui dérangent un peu la population. Et là, à partir de cette base, la couverture sanitaire, au fait, déjà sur le premier point, informe les personnes qu'elles ont quand même ce privilège de se prendre en charge. Par rapport à l'assurance maladie, puisque moi je suis agent d'État, j'ai une prise en charge. Et donc quand je suis souffrant, ou bien ma femme, ou bien mes enfants, on va à l'hôpital public et on utilise notre prise en charge simplement. Quand je suis souffrant, une fois à l'hôpital, aujourd'hui c'est les analyses avant tout. Couverture sanitaire, bon, je n'ai pas de cas précis par rapport à la couverture sanitaire universelle. Oh, c'est un produit des assurances pour prendre en charge la santé d'un individu, d'un salarié, de n'importe quel citoyen, n'est-ce pas, qui a souscrit. Parce que c'est... Tu as souscrit, mais moi je n'ai pas fait l'assurance maladie. J'ai un médecin, un ami avec qui j'ai un petit contrat là, et chaque fois que je tombe malade, je vais le voir et il m'aide à résoudre mes problèmes de maladie. Selon moi, l'assurance maladie consiste à alléger les coûts médicaux d'une personne. Mais ça dépend du nombre de pourcentages que l'assurance couvre. Par exemple, si une personne doit faire une consultation et c'est à 5 000. Si l'assurance couvre 50%, elle va payer simplement 2 500 au lieu de 5 000 francs. Et l'assurance maladie, c'est un truc qui se renouvelle chaque année, je crois. Voilà, retour sur ce plateau. Docteur Kefilat, avez-vous le sentiment que nos concitoyens perçoivent le bien fondé de ce nouveau concept ou qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que vous venez d'entendre?
Merci beaucoup. Et je pense que à entendre les citoyens, ce micro-trottoir en fait reflète ce que beaucoup de gens pensent. Et il y a des bons côtés, il y a les côtés moins bons. Donc le bon côté, c'est que la plupart des gens ont conscience que il faut que tout le monde ait accès aux soins. Donc, la plupart des gens ont conscience qu'il faut que nous ayons accès, comme les plus pauvres ou d'autres personnes puissent avoir aussi accès aux soins. Mais le côté moins bon, c'est que vous allez voir ici qu'ils se sont accentués sur l'assurance maladie. Et en fait, c'est une erreur que même les professionnels aussi font. C'est vrai, l'assurance maladie est une part importante de la couverture sanitaire universelle parce qu'il faut couvrir les besoins. Mais il n'y a pas que l'assurance maladie, il faut surtout et aussi que les soins existent, que ces soins soient de qualité. Donc, il ne faut pas seulement considérer le volet assurance maladie, il faut considérer aussi le volet de la disponibilité des soins, encore qu'il y a d'autres moyens de couvrir les frais sans l'assurance maladie. Professeur Roch, que vous inspire ce que vous avez regardé, la couverture sanitaire universelle se résume-t-elle aux santé, à l'assurance maladie? Oui, c'est vrai, merci pour cette opportunité que vous nous donnez de débattre d'un thème aussi important, d'une problématique aussi cruciale qu'est la santé, parce qu'on dit après le pain, c'est la santé. Certains disent même avant le pain, c'est la santé. Moi, je pense que la santé vient après le pain. Il faut manger d'abord avant de penser à sa santé. Donc, nous sommes au cœur d'une problématique majeure et comme vous l'avez constaté, le concept n'est pas bien maîtrisé, parce que c'est un concept qui date de quelques décennies, donc ce n'est pas encore bien maîtrisé par le public, parce qu'il y a nous sommes dans un contexte de renouvellement de concepts. C'est l'histoire de la santé en Afrique depuis Bamako, 1987. C'est une grosse rencontre à Bamako, parce que c'est quand même le socle même du système de santé en Afrique. Tout est parti de Bamako en 1987, où l'OMS a rassemblé tous les ministres de la santé du continent. Il fallait réfléchir pour la première fois, c'est une grosse rencontre, sur le système de santé. Et depuis Bamako, il y a eu d'autres initiatives. Vous avez entendu parler des mutuelles de santé, c'est des nouvelles initiatives. Vous avez entendu parler de financement basé sur les résultats. Il y en a eu au Bénin, dans d'autres pays. Vous avez également entendu parler de, par exemple, les financements innovants. Beaucoup de concepts. Ouais, beaucoup de concepts. Oui. Et aujourd'hui, comment la population pourrait maîtriser autant de concepts qui ne tiennent même pas compte de leur capacité d'assimilation. Et c'est ça les conséquences. Que peut-on faire pour atteindre facilement cet idéal? On a remarqué que beaucoup d'initiatives ont été prises dans ce sens, mais l'Afrique n'a pas bougé. Effectivement. Donc, il est nécessaire de faire un peu d'histoire. Donc, à Bamako, je vous permettrai que je revienne un peu sur Bamako. Tout à fait. À Bamako, en 1987, on pensait que les systèmes de santé allaient s'autofinancer. C'est ce qu'on appelle le recouvrement des coûts. Vous allez voir au Bénin, dans les centres de santé, on avait mis de grosses plaques où chaque médicament avait son coût. Donc, lorsque vous venez dans le centre de santé, vous savez à quoi vous en tenir. La chloroquine, le paracétamol, etc. Donc, on avait mis également en place des comités de gestion émanant de la population pour garantir une certaine transparence. Mais lorsqu'on fait le bilan, que ce soit depuis Bamako, que ce soit les mutuelles de santé, que ce soit le financement basé sur les résultats, parce que toutes ces initiatives vont dans le sens de favoriser l'accès des plus pauvres aux soins de santé. Mais lorsqu'on fait le bilan est catastrophique à tous les niveaux. Le premier constat, c'est que les pauvres ont été les seuls perdants dans tout le processus. Les élites ont tiré leur épingle du jeu, les partenaires financiers ont tiré leur épingle du jeu, mais c'est les pauvres qui ont été les seuls perdants. Est-ce que c'est des stratégies qu'il faut interroger? Il faut interroger les stratégies, il faut interroger les mécanismes de mise en œuvre. Tout à fait. Le deuxième constat que je voudrais faire, c'est qu'il n'y a qu'en Afrique où les dépenses de santé sont aussi exorbitantes pour les pauvres, pour les ménages. Troisième constat, c'est que les élites, vous et moi, nous sommes appelés tous les jours au chevet pour payer des soins à des proches. Tous les jours, vous et moi. Toutes les élites sont appelées tous les jours pour payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une frange importante de la population est exclue des soins de santé. Un autre constat, c'est la part des organisations internationales qui interfèrent dans les systèmes de santé selon leur philosophie. Et je peux également dire l'influence, la faible dépendance ou la forte dépendance, si vous le voulez, des États par rapport au financement de leur système de santé. Tout ça interfère
dans ce que nous observons aujourd'hui par rapport à la couverture sanitaire universelle. Et des défis sont importants. Il y a de nombreux défis. Le premier défi que je voudrais souligner, c'est le défi stratégique. Il y a ce qu'on appelle les modèles voyageurs, bien documentés dans la littérature, où ce qui se fait au Burkina Faso, on l'implante exactement au Bénin, on l'implante exactement au Sénégal, on l'implante exactement au Togo. Sans tenir compte de l'environnement. Sans tenir compte de l'environnement. Ça, c'est le premier défi. C'est le défi stratégique sur lequel moi je voudrais revenir. Donc, il y a des solutions toutes faites qu'on essaie d'implanter partout. D'accord, nous allons repartir au Cameroun pour retrouver Dr Joseph Mabo pour prendre son analyse sur la situation. Voilà, l'Afrique qui continue toujours de peiner à réaliser cet idéal. D'abord, quelle est votre analyse? Oui, merci vraiment. J'aimerais déjà remercier les précédents panélistes parce qu'ils ont jeté le pavé dans la mare. Mais j'aimerais d'abord nuancer un peu. On ne peut pas dire de manière globale que l'Afrique peine. Il faudrait comprendre, nous avons fait une analyse transversale et on a constaté que les pays anglo-saxons sont beaucoup plus avancés que les pays francophones. Ça, c'est déjà le premier constat. Et le deuxième constat, et c'est peut-être une utopie qu'il faudrait éviter, il n'y a aucun pays au monde qui pourrait se targuer d'avoir déjà atteint complètement la couverture sanitaire universelle. C'est en fait une course de fond et chacun est à un certain niveau. Il est question de changer de paradigme parce que la couverture sanitaire universelle implique un changement de paradigme au niveau même du financement de la santé. Lorsqu'on parle du financement de la santé, on voit les trois fonctions qui sont la mobilisation des ressources, l'allocation des ressources et les dépenses. Donc, vous avez vu au niveau du Vox Populi que les gens beaucoup confondaient la couverture sanitaire universelle à un mécanisme assurantiel. Mais ça va au-delà. Et on ne peut pas dire que nos pays sont vraiment à reste. Tout ce qui se fait déjà au niveau de la gratuité des soins, par exemple, dans nos pays respectifs, est déjà une avancée vers la couverture sanitaire universelle. Donc, c'est un ensemble qui va nous permettre d'y arriver. Et il y a l'ingénierie. Je crois que les différents pays ont l'ingénierie nécessaire. Mais comme le professeur parlait tout à l'heure des modèles voyagés qui ne réussissent pas dans nos contextes, c'est là où l'analyse de l'économie politique intervient pour qu'on puisse identifier les détenteurs d'enjeux et d'influence, ce qu'on appelle les stakeholders, comprendre ce qui peut freiner l'avancée, parce qu'il y en a qui le font, puisque c'est une réforme. Vous devez savoir que la CSU est une réforme et il y a des gens qui vont y gagner, il y en a qui vont perdre. Et les perdants feront tout pour frustrer l'avancée vers la couverture sanitaire universelle, mais nos gouvernements ont intérêt à avancer vers cette couverture sanitaire universelle parce que la santé est un droit fondamental. Voilà ce que je pourrais dire en premier jet. Voilà, avant de mettre le doigt sur ces modèles voyageurs, nous allons voir d'abord ce qui fait que dans nos États, certes dans certains États, on a des difficultés à atteindre vraiment cet idéal. Donc effectivement, en dehors des modèles voyageurs qui posent problème, il y a des défis d'ordre politique. Vous allez regarder autour de vous, vous allez voir que les politiques d'exemption, on parle de ça, comment faire en sorte que lorsque vous avez un problème de santé, vous ne soyez pas obligé de sortir de l'un de votre poche pour payer les soins. Les politiques d'exemption sont fondées sur des motivations électorales et clientélistes, la plupart du temps en Afrique. Regardez bien autour de vous, vous allez constater que c'est à l'approche des élections qu'on mobilise la population autour. C'est les communes qui sont acquises à la cause du leader. C'est dans ces communes on oriente beaucoup plus ces stratégies. Donc ça, c'est déjà un défi important qui constitue un goulot d'étranglement à la mise en œuvre efficiente des politiques dans ce domaine-là. Le troisième défi, ou le quatrième si vous le voulez, c'est le défi d'ordre économique. C'est un contexte d'économie informelle, où les travailleurs ne sont pas recensés. Le Bénin, par exemple, nous sommes à près de 80% dans l'informel. Comment peut-on mettre en place un système d'assurance, un mécanisme du genre? Comment peut-on comptabiliser le nombre de travailleurs? Comment on peut les recenser, etc. Il y a quelques efforts qui sont faits. Ça, c'est sûr, c'est évident. Le recensement des artisans, etc. Mais on doit poursuivre le travail dans ce sens-là. Ça, c'est un autre défi. Un autre défi, si vous le voulez, c'est la pauvreté ambiante. Ouais, la pauvreté ambiante et la dépendance, c'est ça. Parfois, il y a même des théoriciens qui pensent que plus on rend le service gratuit, plus les pauvres vont en abuser. Tout à fait. C'est de fausses idées. Donc, on pense par exemple que si l'accouchement
est gratuit. Les pauvres vont faire beaucoup d'enfants pour surcharger le système. C'est des idées qui ont été développées. Ça, c'est des acteurs qui sont contre un peu les politiques d'exemption. Voilà, le docteur Mabo, tout à l'heure en parlant, a parlé des pays anglo-saxons qui ont fait de petits pas dans ce domaine. Pourquoi les francophones, eux, restent encore à la traîne? Non, je veux bien quand même qu'ils nous reviennent un peu pour nous donner des précisions là-dessus. Mais je sais que, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, les systèmes anglophones ont un système de distribution large. On n'a pas besoin d'être pharmacien avant de dispenser du médicament. Donc, c'est un mécanisme qui permet à tout le monde d'avoir accès aux médicaments. Alors que dans les systèmes francophones, il faut être pharmacien, il faut ouvrir l'officine avant de dispenser du médicament. Donc, les médicaments n'atteignent pas toutes les couches de la population. C'est un simple exemple pour montrer comment, dans le système anglophone, il y a une souplesse qui favorise une atteinte des populations aux médicaments essentiels. Voilà. C'est une question majeure à laquelle s'intéresse le CERUS. Alors, pourquoi cet intérêt? Déjà, le CERUT est un centre de recherche dont tous les travaux concourent ou visent à concourir à un objectif ultime. C'est le bien-être de la mère et de l'enfant, et à travers la mère et l'enfant, le bien-être de la famille. Donc, le professeur l'a dit tout à l'heure, quand on parle de bien-être, il faut manger, mais il faut et surtout la santé. Donc, c'est un peu pour ça que nous voulons travailler pour justement l'atteinte de la couverture sanitaire universelle au Bénin et en Afrique. Alors, on remarque que les différents pays avancent, mais à pas de tortue. Avez-vous fait le constat également, et pourquoi cela? Pourquoi on ne va pas aussi vite? Puisque c'est une question urgente. Oui. Bien sûr, les différents pays avancent à pas de tortue, et c'est vrai que nous sommes encore loin du compte, parce que même quand on regarde les chiffres au niveau mondial, on voit quand même que malheureusement l'Afrique est encore à la traîne, et lorsqu'on regarde par exemple le pourcentage de services de santé essentiels auxquels la population a accès, on voit que nous, en Afrique, on a accès à peine 46% de ces services-là. Vous voyez, c'est même pas la moitié. Et dans des pays, par exemple, comme le nôtre au Bénin, malheureusement, nous sommes encore à 40% de ces services-là. Et vous voyez vraiment que c'est très, très important, comme le professeur l'a dit, de pouvoir travailler pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Et les défis, mes prédécesseurs l'ont bien brossé. Il y a beaucoup de défis. Et très souvent, lorsqu'on regarde dans les livres ou dans les articles, les documents scientifiques, on parle beaucoup des défis techniques. On dit, bon, il n'y a pas assez de ressources, on dit qu'il n'y a pas une bonne qualité des soins, les gens ne travaillent pas assez bien, etc. Ça, c'est des défis techniques, ça c'est important. Mais le professeur et le docteur Mabo ont mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est les hommes qui font le développement. C'est les hommes qui, en fait, mettent en œuvre les stratégies. Dans la plupart des cas, les stratégies sont bien écrites, mais c'est quand on commence par les mettre en œuvre qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes. Et là, on a parlé par exemple des intérêts. On a dit, lorsqu'on veut mettre en œuvre une politique, par exemple, le bailleur qui finance a ses intérêts, le gouvernement ou les politiques ont leurs intérêts parce qu'ils ont des enjeux électoraux. Des centres peut-être comme les nôtres ont aussi leurs intérêts, et les agents de santé ont leurs intérêts. Et lorsqu'on se retrouve autour de la table, c'est à qui a le plus de pouvoir, qui a le plus d'idéologie, et c'est plutôt les idées de ces gens-là qui passent. Et malheureusement, qui est laissé à la traîne? C'est les bénéficiaires. On remarque que très souvent, on n'a pas toujours les bénéficiaires qui viennent vraiment exprimer leurs besoins et qui viennent dire vraiment lutter pour qu'on prenne en compte ces besoins-là. Donc ça, c'est un gros défi. Et on a aussi beaucoup d'enjeux. Vous avez parlé de l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone. Le professeur est mieux placé pour nous parler de l'histoire, mais on voit que lorsqu'on retourne à l'histoire, on a des défis structurels qui parfois nous empêchent d'avancer. Dr Joseph a parlé de la structuration du haut vers le bas. On appelle ça en anglais le top-down. Nous avons une politique, nous les soi-disant élitistes qui connaissons les choses, on vient, on dit bon, vous les agents de santé ou vous la population, voilà, nous avons une politique, mettons ça en œuvre, ça va aller. Mais lorsqu'on va mettre en œuvre cette politique dans la population, comment est-ce que la population va accueillir? Qu'est-ce que ça va changer dans la population? Lorsqu'on dit que les soins sont gratuits, par exemple, qu'est-ce que ça donne au niveau des agents, des centres de santé? Est-ce qu'un centre de santé, par exemple, peut survivre en offrant les soins gratuitement? Donc, c'est des questions qu'il faut déjà réfléchir, auxquelles il faut réfléchir en amont
pour pouvoir trouver des solutions avant de commencer la mise en œuvre. Mais lorsqu'on ne fait pas tout ça, comme le professeur l'a dit, on prend une politique, on vient, on dit, bon voilà, ça c'est bien, ça a marché ailleurs, mettons ça en œuvre. On peut vraiment s'attendre à ce qu'on ait des problèmes pour la mise en œuvre. Voilà, dans ce sens, le Bénin est en train donc d'expérimenter le RAMU. Quelle analyse, quel regard portez-vous sur cette expérience? Le premier constat, c'est que c'est une expérience innovante. Dans la sous-région, je n'ai pas encore vu une expérience menée dans ce sens-là. Donc il y a quand même un effort de contextualisation. C'est vrai que nous sommes encore au début pour faire une analyse exhaustive des tenants à bout de cette politique, mais déjà les bases semblent être solides et on peut déjà s'encourager dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut partager un peu le contenu de cette expérience béninoise avec Dr Joseph qui nous suit également, le RAMU? Voilà. Déjà, peut-être une petite nuance. Donc, le RAMU, c'est le régime d'assurance maladie universelle. Le Bénin s'est engagé à avoir l'assurance maladie universelle. Mais la politique qu'on appelle le RAMU spécifiquement a été arrêtée, je pense, en 2016 et remplacée par l'assurance pour le renforcement du capital humain qui est l'ARCH. Oui. Mais en fait, c'est une continuité. Et comme le professeur vient de le dire, il faut saluer cet effort de contextualisation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a vu qu'on a commencé à mettre en œuvre le RAMU. Il y a eu beaucoup d'aspects qui ne marchaient pas et on s'est quand même assis, on a réfléchi. Et un point très crucial et très important qu'on a changé, par exemple, entre le RAMU et l'ARCH, c'est qu'on n'a plus pensé uniquement santé. Parce que les professionnels de santé commettent souvent l'erreur de penser que quand c'est la santé, c'est la santé. Or, la santé dépend de plusieurs autres secteurs. Si je n'ai pas de l'argent pour manger, j'aurai du mal à avoir de l'argent pour me soigner. Ou lorsque je soigne un enfant qui a la diarrhée, par exemple, je lui donne les médicaments, il guérit, il retourne, il va boire de l'eau sale, il va retomber malade et peut-être au moment où on va le ramener, les routes ne seront pas praticables. Donc, vous voyez, c'est tout un système, ce n'est pas seulement la santé. Donc, une avancée vraiment de l'ARCH, c'est que ça a 4 volets. Donc, ça a non seulement le volet de la santé, ça a le volet de l'emploi, ça a le volet aussi d'assurer la retraite et ça a aussi le volet d'assurer la formation professionnelle. Donc, ça, c'est déjà une avancée. Et c'est vrai qu'on a beaucoup commencé avec l'assurance maladie et c'est un programme qui vise la phase pilote a commencé avec les plus pauvres. Donc, dans certaines zones sanitaires, on a identifié les plus pauvres auxquels on essaye de donner un paquet de soins quand même gratuitement. Et on est en train de suivre pour voir. Et vraiment, voilà pourquoi ce débat est d'actualité, parce que personne ne sait en fait qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que ça marche. Et nous avons le devoir d'aider le gouvernement et ceux qui mettent en œuvre l'ARCH à voir là où il y a les problèmes. Il ne faut pas juste applaudir et dire c'est bon, mais il faut vraiment travailler à voir où est-ce qu'il y a les problèmes. Voilà, docteur Joseph, nous allons donc voir l'analyse politique et voir sur quoi cette analyse a-t-elle débouché. Merci encore de me repasser la parole. Comme je le disais tantôt, on ne peut pas étudier une réforme ou un processus politique en dehors du contexte. Et c'est un peu l'erreur que commettaient la plupart des agences de développement qui venaient comme ça plaquer des modèles et repartaient et étaient surpris que ça ne marche pas. Nous avons donc pensé qu'avant d'implémenter quelques processus politiques, que ce soit comme celui de la couverture sanitaire universelle, il était important de mener une analyse de l'économie politique. Donc, c'est un peu ça que nous faisons comme étude, que le Bénin était parmi les pays impliqués. Et on a pu identifier, on a pu comprendre qu'il y a une certaine élite, parce que quand on parle de pouvoir, on parle aussi d'élite. Tout est question de distribution de pouvoir. Et le rapport de force dans la structure politique permet de savoir si un processus pourra réussir ou pas. Et tout ça est entre les mains de celui qu'on appelle l'entrepreneur politique en chef, c'est-à-dire le chef de l'État. Pour le cas d'espèce, je parle de son Excellence Patrice Talon. C'est lui qui va pousser le processus politique vers le sens qui lui sied le mieux et qui va faire en sorte de mobiliser toutes les énergies, toutes les synergies vers cette action-là. Donc, quand on parle de l'analyse de politique économique, on parle des acteurs,
on parle du pouvoir et on parle des rentes, c'est-à-dire des avantages. Donc, professeur Roch, voilà, elle avait évoqué ce défi structurel. Elle a souhaité qu'on interroge l'histoire. Que dites-vous par rapport à ça? Oui, l'histoire nous amène à évoquer les défis structurels que moi j'appelle aussi défis d'ordre institutionnel. Faire en sorte, ça c'est le système de santé même. Par exemple, faire en sorte que par défaut d'ambulance, une femme ne puisse pas accoucher à l'hôpital. Ça c'est le système de santé. Donc permettant de faire en sorte d'avoir vraiment tout le dispositif en place afin que l'ambulance soit vraiment disponible pour tout le monde. Un autre défi lié à cela, c'est l'instrument de financement. On a connu au Bénin, dans beaucoup de pays de la sous-région, les centres de santé préfinancent les médicaments, tous les soins. Mais le remboursement pose énormément de problèmes. Parfois, c'est plusieurs années après. Donc, ce qui fait que les centres n'étaient plus certainement capables de refinancer les soins ou de refinancer l'approvisionnement en médicaments. Ça, c'est un problème d'ordre institutionnel qu'il faut régler. Un autre problème, c'est que les centres de santé, parfois, ont le sentiment d'une surcharge de travail. Donc, il faut forcément faire en sorte que le personnel soit disponible et en nombre suffisant. Donc, c'est des défis majeurs qu'il faut relever lorsque nous nous intéressons au contexte institutionnel, au contexte tel qu'elle l'a évoqué. Docteur, au regard de ces défis, est-ce que le CERUS a pensé à des pistes? Bon, déjà, notre rôle, ce n'est pas de penser à des pistes forcément. Des propositions mais de pistes. Notre rôle, c'est de chercher à comprendre et ensemble avec tous les acteurs, réfléchir à des pistes. Et je voudrais, permettez-moi de revenir en fait sur l'étude qui en fait nous a inspiré cette émission. C'est une étude qui est financée, bon, je vais dire, malheureusement ce n'est pas encore financé par nos pays. C'est une étude qui a été financée par l'Institut national pour la recherche en santé au Royaume-Uni et qui a rassemblé plusieurs institutions dont la nôtre et l'institution de Dr Joseph et d'autres institutions dans la sous-région. Et l'objectif de cette étude, c'était de comprendre justement les enjeux pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle lorsqu'on prend l'angle de l'économie politique. Donc, comme Dr Joseph l'a dit, l'analyse de l'économie politique, c'est une approche qui essaye de comprendre quels sont les enjeux liés aux intérêts des acteurs, au pouvoir, aux idéologies qui bloquent en fait l'avancée d'une réforme. Donc lorsqu'on a essayé de voir ça un peu pour la CSU avec les acteurs, au-delà, donc tous les défis que nous avons cités, les acteurs les ont tous cités, mais il y a eu deux aspects clés qu'ils ont cités et sur lesquels ils ont insisté. C'est la confiance et les enjeux de pouvoir. Ils ont même parlé de guerre de leadership. Donc ce qu'ils ont dit, c'est que voilà, on dit qu'on n'arrive pas à impliquer le secteur informel. On a des problèmes à impliquer le secteur privé. On a des problèmes à impliquer certaines couches de la population. En fait, un gros souci, c'est la confiance. Est-ce qu'actuellement, nos populations ont confiance en leurs États? Est-ce que nous, en tant que techniciens, est-ce que nous arrivons à inspirer de la confiance à la population? Lorsqu'on nous demandait aux gens de cotiser, est-ce que les gens savent, par exemple, s'ils cotisent, ce que leur argent va donner? S'ils cotisent, s'ils vont à l'hôpital, est-ce que les gens de santé vont bien les accueillir? Il y a eu cette rupture de confiance, malheureusement, entre les différents acteurs. Et nous pensons que nous devons vraiment travailler à restaurer cette confiance. Donc ça, c'est déjà une première piste. C'est vrai qu'il faut maintenant savoir comment restaurer cette confiance, mais on sait déjà que quoi qu'on fasse, il faut de la confiance. Donc il y a des gens qui proposent beaucoup, par exemple, des dialogues politiques, des dialogues autour des questions qui seront débattues. On pourrait voir, nous travaillons toujours à creuser un peu plus cette question de confiance-là. Et la deuxième chose, c'est les enjeux de pouvoir. On l'a dit encore, c'est celui qui a le pouvoir et parfois celui qui a l'argent qui prend la décision. Donc, un exemple typique, c'est que tant que, par exemple, les recherches seront financées de l'extérieur, on va s'attendre à ce que parfois, on ne puisse pas forcément tenir compte des priorités du pays. Donc, il faut déjà qu'on essaye d'identifier ces problèmes de pouvoir-là, comment est-ce qu'on va redonner le pouvoir au peuple africain, comment redonner le pouvoir à la population. Donc, ça, c'est encore une autre pistation sur laquelle nous pouvons commencer à travailler. On pourra creuser ça après par la suite. Voilà. Dr Roch, pourquoi doit-on mettre au cœur de ce combat les populations? Oui, les populations, surtout les plus pauvres.
Parce que lorsque vous regardez un peu l'histoire des politiques sanitaires en Afrique, les stratégies d'exemption de soins ont surtout profité à tout le monde, sauf les plus pauvres. Lorsqu'on parle de gratuité de la césarienne, généralement la gratuité profite aux femmes qui ont même les moyens de financer les opérations chirurgicales, de financer les interventions, et de financer les soins. Et c'est comme ça dans toute l'Afrique. Donc comment inventer de nouvelles stratégies pour que vraiment la gratuité ou la couverture sanitaire universelle aille vraiment vers les populations qui en ont vraiment besoin. Ça, c'est un défi majeur. Deuxièmement, nous devons faire l'effort, et on l'a dit, d'éviter les modèles voyageurs, de contextualiser nos stratégies. Et la meilleure manière de le faire, c'est la recherche. Comment allier la recherche et la décision. Les chercheurs et ceux qui prennent les décisions. Il n'y a que le CERUD est là, beaucoup d'autres structures, le laboratoire d'anthropologie médicale est là pour accompagner la réflexion dans ce sens-là, afin de trouver les voies les plus idoines pour conduire de façon adéquate les politiques dans ce sens-là. Il y a un autre aspect que vous avez soulevé, l'informel. L'informel, oui, comment faire informel pour intégrer tous ceux-là qui n'ont même pas d'acte de naissance, certains n'ont pas, ils ont la difficulté d'établir des pièces d'identité. Qui vivent au quotidien. Le deuxième, il ne sort pas, il ne peut pas manger. Tous les jours, il a oublié de sortir. C'est ça, vous avez vu un peu avec la pandémie de Covid, on n'a pas pu aller vers le confinement total. Parce qu'il y a des personnes qui vivent au quotidien. S'il ne sort pas, il ne peut pas vivre. Et le Bénin, heureusement, a pris la meilleure option de ne pas tendre vers le confinement. Sinon, ça va être une guerre armée. Les militaires seront obligés de tuer la population. On a vu un peu dans certains pays de la sous-région. Oui. Voilà, parce qu'ils vont sortir, vont braver la police, vont braver l'armée. Voilà. Donc, on ne peut pas confiner la population en Afrique. Voilà. Nous allons repartir au Cameroun pour établir le lien avec Dr Joseph. Il était en train donc d'analyser cette stratégie qui consiste à mettre le citoyen au cœur du système. Oui, je crois que le docteur Kefi Bello a complété ce que j'avais l'intention de dire, mais je disais que dans la même foulée que le professeur, qu'il faut contextualiser les modèles de développement. Et il faut, pour la couverture sanitaire universelle, il faut décentraliser. Il faut permettre aux collectivités locales décentralisées de prendre en charge les problèmes de santé parce que ce sont elles qui connaissent le mieux les besoins des populations. Donc, en gros, le docteur Kefi Bello a correctement résumé ce que j'avais à dire. Voilà, nous allons parler aussi de l'équité. Comment assurer l'équité dans ce système? Ah oui, justement, dans mes propos liminaires, j'avais parlé d'équité. Ici, on parle beaucoup plus de l'équité horizontale, parce qu'il y a aussi l'équité verticale, où chacun devrait pouvoir avoir accès à un soin de santé en fonction de ses moyens. Mais il y a l'équité horizontale qui voudrait que chaque citoyen ait accès aux soins de santé en fonction de leurs besoins. Et la couverture sanitaire universelle, justement, permet cela. La couverture sanitaire universelle, grâce à ce système un peu assurantiel, parce que ce n'est pas forcément que ça, même les plus démunis pourront avoir accès aux soins de santé. En fait, c'est nous qui sommes humains et c'est à nous de prendre soin de nos congénères. C'est moi qui suis le gardien de mon frère. C'est moi qui suis le gardien de mon frère et nous devons, de manière collégiale, nous devons de manière collective mettre la main dans le panier pour que tous les citoyens puissent avoir accès à ces soins. C'est là où le problème de financement même, de financement de la couverture sanitaire universelle se pose. Parce que vous devez savoir qu'actuellement, dans la plupart des pays africains, c'est ce qu'on appelle les out-of-pocket payments, les dépenses directes. À plus de 70%, ce sont les populations qui dépensent pour la santé dans nos pays d'Afrique. Donc, il faut qu'on trouve un mécanisme par lequel ce serait de manière collective où on peut répartir les risques d'assurance santé. Donc, l'équité est assurée grâce à ce modèle de la couverture sanitaire universelle. C'est possible d'y arriver. Voilà. Vous avez
Évoquez également le cas de ces pays anglo-saxons. Partagez avec nous leur stratégie. Comment ces pays-là font pour réussir dans leurs différents modèles? Oui, je pense que tout part d'abord de l'histoire même de ces deux types de pays. Vous devez savoir que les pays anglo-saxons qui étaient colonisés par l'Angleterre à l'époque étaient dirigés de manière indirecte par ce qu'on appelle l'indirect rule. C'est-à-dire que c'est les communautés déjà qui se prenaient en charge dans ce modèle. Alors que dans le modèle français, c'était ce qu'on appelle le direct rule, c'est-à-dire une administration fortement centralisée. Or, dans le système de la couverture sanitaire universelle, justement, on veut revenir dans le modèle de l'indirect rule. Or, les pays anglo-saxons ayant déjà ce modèle de développement n'ont pas eu de la peine à s'y intégrer. Il faut prendre l'exemple d'un pays comme le Kenya, qui est cité en exemple aujourd'hui comme un modèle de réussite de la couverture sanitaire universelle. L'accélération s'est faite lorsque le Kenya est parti du système francophone, le système jacobien, pour embrasser le système anglo-saxon. Donc, c'est beaucoup plus la décentralisation, tout simplement. Il faut lâcher prise. Il faudrait qu'on trouve le moyen de faire confiance aux collectivités locales décentralisées, de faire confiance au démembrement de la société. En fait, en gros, c'est ça. Décentralisation des processus politiques et des contrôles. Voilà, on vous garde toujours. Partagez avec nous l'expérience du Cameroun, là où vous êtes. Au Bénin, on a parlé de l'H, on a parlé du RAMU qui a évolué, qui est devenu H. Qu'en est-il au Cameroun? Ah ben, le Cameroun et le Bénin, c'est les mêmes difficultés. Le Cameroun, en 2015, avait déjà, par le discours du chef de l'État, son excellence Polia, entrepris de se lancer dans la couverture sanitaire universelle. Des études préliminaires ont été faites parce qu'un comité technique avait été mis sur pied, qui a proposé une plateforme dans laquelle on pourrait avancer. Mais pour le moment, il n'est pas encore officiellement lancé. Mais les structures sont en train de se mettre sur pied. Docteur Roch, qui sont les détenteurs d'enjeux et d'influence? Il y en a plusieurs. La toute première catégorie, c'est les populations. Elles sont au cœur, surtout les plus pauvres, elles sont au cœur du dispositif à mettre en place. La deuxième catégorie, c'est le système de santé, donc l'État, faire en sorte d'être moins dépendant des partenaires extérieurs. Parce que c'est connu, hein, tant que les États subsahariens ne décideront pas à consacrer une partie plus importante de leur budget au secteur de la santé, n'allons pas sortir de l'ornière. Donc, une autonomie pour assurer. Pendant longtemps, on a même pensé aux mutuelles de santé en se basant sur les solidarités communautaires. Mais ça a été un échec parce qu'on n'a pas pensé que les sociétés africaines sont en mutation, qu'il y a une dynamique et que la solidarité traditionnelle a disparu. Et donc, les mutuelles de santé ont échoué. On a pensé au financement basé sur les résultats. Et ça a la dépendance totale vis-à-vis du partenaire extérieur. Aujourd'hui, au Bénin, on n'en parle presque plus. Et le constat également est là. Donc, on a besoin de faire de la recherche pour connaître ces goulots d'étranglement, pour connaître les déterminants, faire le bilan de toutes ces politiques afin de nous engager dans une voie plus reluisante. Les résultats de vos études, comment comptez-vous les faire appliquer dans nos États, dans ces États-là qui peinent, qui évoluent à pas de tortue, comme on l'a dit? Merci. Le professeur Roch a déjà donné une première piste. Oui. C'est d'abord un meilleur dialogue entre les chercheurs et les décideurs. Et en tout cas, pour ce que je connais de l'expérience du Bénin, je pense qu'il y a vraiment des efforts qui ont commencé à se faire. Donc, il y a déjà un comité qui existe pour le dialogue entre les chercheurs et les décideurs. Et le professeur Roch fait partie, par exemple, de ceux des chercheurs qui travaillent aux côtés des décideurs pour les questions de la COVID. Donc, nous pensons que déjà avoir ces liens-là entre les chercheurs et ceux qui décident, c'est une première étape pour faire appliquer les recherches. Et je me permets aussi, ça nous donne des pistes d'action. Et une piste d'action clé que ces résultats nous donnent, c'est qu'il faut, comme Dr Joseph l'a dit, il faut retourner à la communauté. Lorsqu'on parle de l'équité, l'équité c'est quoi? De façon terre à terre, c'est enlever à ceux qui en ont beaucoup pour donner à ceux qui en ont moins, pour que tout le monde puisse avoir accès tel qu'il en a besoin. Dit comme ça, c'est facile, mais dans la réalité, comment convaincre celui qui en a beaucoup de donner à celui qui en a moins? Comment savoir d'abord celui qui en a pas beaucoup? Quand on dit les plus pauvres,
comment est-ce qu'on... Qui on va appeler plus pauvre? Est-ce que c'est la cousine du maire qui est la plus pauvre? Ou bien est-ce que c'est vraiment cette personne qui n'arrive pas à manger à jouer? Donc, pour pouvoir identifier ça, on ne peut pas rester, par exemple, au ministère de la Santé ou au ministère des Affaires sociales pour décider qui est plus pauvre. Il faut entrer dans les communautés. C'est les communautés qui savent mieux, parmi dans leur communauté, qui sont ceux qui ont besoin. Comment est-ce qu'on va les identifier? Comment est-ce qu'on peut mettre? Donc, il faut vraiment retourner au cœur des communautés. Et il y a des acteurs qu'on oublie souvent, et qui, je me dis aussi parfois, aiment bien qu'on les oublie. C'est les mairies. Les administrations décentralisées, lorsqu'on parle par exemple des anglo-saxons, lorsqu'on prend les communautés locales, les mairies, c'est des mini-gouvernements qui vraiment mettent en œuvre, financent la santé, financent les actions sociales, ont une autonomie de gestion. Mais lorsqu'on parle des mairies, par exemple, quel est leur rôle dans la santé? Est-ce qu'elles jouent déjà pleinement leur rôle dans la santé? Il y a bien sûr la société civile, mais il ne faut pas oublier ces acteurs locaux-là. Les délégués, quel est leur rôle? Donc, nos résultats, en fait, commencent par nous dire, attention, il y a peut-être des mines d'or que nous oublions et il faut retourner à ces mines d'or-là. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire. Le professeur Roch a parlé aussi d'identification, ceux-là qui sont dans l'informel. Oui. Et encore une fois, il faut que ce soit les communautés. Parce que si ils sont dans les... Comment convaincre, par exemple, quelqu'un qui travaille... Quand on dit l'informel, c'est qu'il n'a pas... Voilà, le mécanicien, il n'a pas forcément de lien avec l'autorité. Comment convaincre celui-là de cotiser, par exemple, dans une caisse où il n'aura peut-être jamais voix, et où il ne pourra jamais réclamer ce qu'il a cotisé. Donc, c'est peut-être avoir quelque chose très proche de lui qu'il pourra toucher de façon concrète. Je cotise, c'est ici que je cotise. Si je dois me plaindre, voilà dans mon quartier ou dans ma ville, là où je peux aller me plaindre. Mais si je suis un mécanicien du quartier et que pour me plaindre, il faut que j'aille, c'est pas, au tribunal, vous voyez que ça ne peut pas marcher. Donc, encore une fois, c'est vraiment retourner dans la communauté. Nous allons explorer les pistes également avec vous. Oui. Donc, on en vient quand même à la conclusion qu'il n'y a pas de solution clé en main. Il n'y a pas de solution. C'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est de faire en sorte d'avoir des politiques indépendantes des motivations politiques, des motivations électoralistes. Oui, le professeur Joseph, le docteur Joseph l'a dit, il faut décentraliser aussi. Décentraliser complètement le système. Oui. Troisièmement, nous avons besoin de documenter les situations en Afrique. Et ça, c'est vraiment une lacune majeure. Les chercheurs doivent être vraiment plus proactifs et documenter les situations pour mieux accompagner les décideurs dans la mise en œuvre des politiques du champ. D'accord. Des pistes majeures. Dans certains pays, on a même pensé que les fonctionnaires devaient cotiser de façon obligatoire. Donc, au Mali, par exemple, on a tenté de faire ça. Après, ils ont reculé. Voilà. Donc, c'est des pistes aussi à explorer. Est-ce qu'on peut demander, par exemple, à tous les fonctionnaires du Bénin, tous les mois, de cotiser 1000 francs? Mais ces 1000 francs... Comment on les gère? C'est vraiment pour prendre en charge la santé des autres qui n'ont pas le privilège d'être fonctionnaires de l'État. Des stratégies qu'on peut vraiment mettre en œuvre en les sensibilisant vraiment. Vous avez vos frères, vous savez comment ils vous réclament de l'argent tous les jours. Voilà, cotiser 1000 francs par personne par mois, ça peut vraiment aider à prendre en charge la santé du mécanicien du coin, du coiffeur, qui n'a vraiment pas accès aux services de santé. Voilà. Est-ce quand même avec le mécanisme comme H, le Bénin, on peut dire que le Bénin est déjà sur la voie? Oui, sur la voie. Même si aujourd'hui on n'a pas assez de recul pour faire des analyses exhaustives, on peut quand même dire qu'il y a un effort de contextualisation, il y a un effort de prendre vraiment en compte les plus pauvres. C'est ça le défi en Afrique. Comment vraiment sélectionner le plus pauvre, celui qui en a vraiment besoin, ou l'indigent si vous le voulez. Pas que des gens comme vous et moi, comme nos épouses, nos sœurs, s'accaparent du système. Ça, c'est vraiment le défi majeur en Afrique. Toutes les politiques d'exemption, toutes les politiques d'exemption ont été gérées de cette façon-là. C'est la femme du maire, c'est la femme du médecin-chef, c'est le frère, voilà, qui sont les prioritaires au détriment du pauvre qui ne peut même pas oser vraiment s'approcher du système en place, parce qu'il y a derrière l'accueil. Médecine inhospitalière, on en a parlé. D'accord. Est-ce que la médecine d'aujourd'hui est devenue hospitalière? Tout à fait. Docteur Kifilat, au regard de ces difficultés, est-ce que vous voyez un atterrissage vraiment facile par rapport à la CESU? Donc, déjà, je pense que nous sommes dans un contexte qui, en dépit, lorsqu'on regarde on revient à la pandémie. C'est vrai, tout le monde a peur actuellement et on est tous
attristé, mais il y a un bon côté, c'est que ça commence vraiment à montrer aux gens qu'on ne peut plus croiser les bras. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc actuellement, tout le monde se sent vulnérable. Donc on n'a plus forcément une catégorie de la population qui te dit, bon, de toute façon, moi, je peux aller dans une clinique et puis me faire soigner, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que tout le monde commence par se rendre compte que c'est important d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Donc, déjà, ça, c'est une lueur d'espoir. Et la deuxième chose, c'est que nous commençons, quoi qu'on dise, nous commençons à avoir quand même des gens capables dans nos pays de vraiment pousser les efforts vers la couverture sanitaire universelle. Quand on parlait des hommes capables, vous voulez faire allusion à je pense qui, par dans exemple? beaucoup de secteurs, Dr Joseph a parlé des entrepreneurs politiques. Nous voyons déjà qu'il y a des hommes politiques qui prennent des décisions fortes et qui essayent vraiment de pousser vers des réformes fortes. Lorsqu'on regarde du côté des chercheurs, nous commençons par avoir vraiment de la recherche de qualité en Afrique et qui de plus en plus, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau où on peut se satisfaire, mais de plus en plus cette recherche se distance un peu des objectifs externes et commence par regarder un peu plus dans les objectifs internes. Et le professeur Roch vient de dire deux choses qui sont très importantes et je pense que si nous tenons à ça, nous pouvons y arriver. Il a parlé de documentation. C'est-à-dire, nous faisons de bonnes choses et nous faisons aussi parfois des choses moins bonnes. Mais le plus important, ce n'est pas de réussir du premier coup. Le plus important, c'est de documenter et de dire comment nous avons fait pour atteindre tel ou tel résultat et comment est-ce que nous pouvons améliorer. Donc, nous avons commencé au niveau de la communauté de recherche à vraiment travailler avec ceux qui mettent en œuvre les politiques pour leur dire documentons, apprenons de notre expérience. Et la deuxième chose, c'est le dialogue. On ne peut rien faire sans le dialogue parce que c'est les hommes, encore une fois, c'est les hommes qui sont au cœur du développement. Donc nous devons trouver des canaux de dialogue qui impliquent ceux qui doivent être impliqués. Donc éviter que les bénéficiaires, ou comme le professeur Roch l'a dit, trouver des voies pour que ces personnes qui devraient avoir accès aux soins de façon prioritaire puissent aussi exprimer leur voix. Donc voilà. Voilà, nous allons repartir au Cameroun pour voir au regard donc de ces petits pas que les pays ont fait. Est-ce qu'on peut se nourrir d'espoir qu'un jour la césure sera une réalité dans l'ensemble de l'Afrique? Bien entendu, on ne peut qu'espérer. Mais je voulais revenir sur un aspect. Et je me réjouis du fait qu'il y ait un anthropologue sur le plateau. Parce qu'il y a chez nous, l'Africain, une certaine, comment je vais dire ça, nous n'aimons pas prendre, par exemple, quand on parle je parle du testament, par exemple, vous verrez que ce n'est pas dans la culture, dans notre culture. On a peur d'écrire des choses avant sa mort parce qu'on dit que ça peut engager cette mort. Il y va de la même chose pour la maladie, par exemple. Parce qu'on parle de l'assurance santé, il est question de payer en amont en espérant qu'on tombera malade quelque part. Et ça passe un peu difficilement dans la société. Comprendre, expliquer aux personnes dans l'arrière-pays qu'il est question de cotiser par avance des petits montants, forcément, de cotiser des petits montants, quitte à ce que lorsque la maladie survienne, ce qu'on ne souhaite pas, qu'on n'ait pas à dépenser des sommes faramineuses, parce que nous avons des histoires dans des familles qui ont été complètement ruinées parce que peut-être le chef de famille, qui était le seul pourvoyeur de revenus, est tombé malade. On commence par vendre le seul terrain qu'on avait, des maisons, etc. Donc, il faudrait que des études anthropologiques essaient de nous faire comprendre comment est-ce qu'on peut changer cette mentalité-là, faire comprendre que cotiser pour la maladie n'entraîne pas forcément qu'on va tomber malade. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas d'être une malédiction que de cotiser alors qu'on n'est pas encore malade. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on arrive à un système généralisé d'assurance santé. Il faudrait que, quand vous allez au Kenya, vous allez vous rendre compte que même la petite maman du village sait que chaque mois, elle va déposer un certain montant. C'est des petites sommes. Elle dépose un certain montant au niveau de la structure de collecte pour assurer sa santé. Voilà, on demande à ces pauvres de cotiser, mais cette cotisation, où est-ce que le pauvre qui n'a même pas à manger, on lui demande de cotiser? Est-ce que c'est possible, vous qui êtes anthropologue? Oui, c'est possible en s'appuyant sur des leviers de la communication.
montrer d'abord que la solidarité a disparu. La solidarité qui était une soupape de sécurité pour les membres vulnérables a disparu. Les sociétés africaines sont en mutation. Donc, la modernité se met en place. Ça, c'est un premier levier de communication. Deuxièmement, on doit s'intéresser à ceux qui sont les alliés de la communication. Dans chacune de nos communautés, nous avons des alliés de la communication. Donc, pour faire passer un message, nous savons sur qui vraiment, par quel canot passer les acteurs religieux. On en a, oui. Vraiment des alliés, ce que nous appelons les alliés de la communication. Et surtout, développer des concepts, des messages qui font sens. Et éviter des messages passe-partout, des messages clés en main. Ça, c'est important. Mais parallèlement à ça, l'État doit s'engager davantage. Quel est le budget consacré à la santé? Moins de 10%, non? Oui, pour le moment. Pour le moment. Moins de 10%. Il faut aller vraiment de là. L'OMS a dit qu'il faut aller jusqu'à 20%. C'est une chose fondamentale. Donc, nos États doivent faire davantage d'efforts pour accompagner les individus, les communautés dans la mise en place d'un système de santé performant. Vraiment soutenir vraiment, financer sérieusement, comme on voit aux États-Unis, partout ailleurs, l'assurance santé maladie. Voilà. Est-ce que le combat doit également aller dans ce sens? Faire en sorte que l'enveloppe réservée à la santé soit revue à la hausse et tout. Est-ce qu'on doit aussi orienter le combat dans ce sens selon vous? Oui, le combat même avait déjà commencé depuis un bon moment et normalement, il y a déjà plusieurs années que nos chefs de l'État ont eux-mêmes signé à Abuja qu'ils allaient consacrer au moins, si ce n'est les 20% recommandés, au moins 15% de leur budget. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Encore moins de 10%. Et voilà, et c'est l'un des rôles que nous demandons par exemple à la société civile, de vraiment rappeler aux États leurs engagements et de leur dire qu'il faut consacrer du budget à la santé. Il faut moderniser nos centres de santé. Il faut pouvoir, comme vous l'avez dit, ceux qui ne peuvent pas cotiser, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas cotiser qu'ils n'ont pas droit aux soins. Il faut pouvoir cotiser pour eux. Donc, vraiment, il faut que le combat aille dans ce sens. Voilà, un dernier tour de table. Nourrissez-vous d'espoir pour qu'un jour l'Afrique puisse surmonter ces goulots d'étranglement et réaliser la CEJ? Oui, je retiens une phrase importante du Dr Bello. Tout le monde se sent vulnérable aujourd'hui, sans exception, parce que la pandémie de Covid-19. Et ça met en évidence la question d'équité, pour montrer comment les pauvres, parce que pendant longtemps, en dehors de la Covid-19, pendant longtemps, c'était les autres, les pauvres, marginalisés, qu'on retrouve au village, qu'on retrouve dans nos quartiers, qui étaient vulnérables, mais ça ne nous interpellait pas véritablement. Donc pour la première fois, on a compris qu'il faut vraiment s'intéresser à tout le monde. Et ça, ce cri de cœur doit nous permettre à chacun individuellement et collectivement de penser qu'il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas accès aux soins les plus élémentaires autour de nous. Et vous, avez-vous espoir que demain, on pourra surmonter toutes ces difficultés et rendre universels les soins? Je pense qu'il faut toujours avoir l'espoir et nous sommes farouchement optimistes. Et pour moi, c'est l'occasion de remercier tous ceux qui travaillent déjà pour la couverture sanitaire universelle, non seulement les gouvernants, les agents de santé, mais aussi et surtout les gens dans la communauté qui font des petites actions pour ça. Et le dernier mot pour moi, c'est que nous devons de plus en plus, le professeur l'a dit, nous sommes tous vulnérables, donc nous devons maintenant prendre les choses au sérieux. La couverture sanitaire universelle ne doit plus être un concept à la mode, mais ça doit être vraiment quelque chose pour laquelle nous travaillons. Voilà, quelque chose pour laquelle nous travaillons. Nous allons demander à Dr Joseph son dernier mot dans ce sens. Déjà, je vous remercie de m'avoir associé à cette émission. C'est déjà un canal d'information de la société. Si vous étalez les dépenses sur un an, c'est moins lourd à supporter que d'avoir à faire face à une dépense. C'est parfois des petits montants, 200 francs, 300, 500 francs maximum. Mais si vous le faites sur la durée, vous verrez que ce sera moins lourd à supporter. Donc, l'espoir est permis, mais nous devons changer nos mentalités. Nous ne devons pas regarder les chercheurs. Il y a toujours que les chercheurs et les décideurs politiques se regardent en chien de faïence. Mais cette notion de couverture sanitaire universelle demande une certaine ingénierie que les politiciens n'ont pas. Ils auront forcément besoin des chercheurs, quelle que soit leur obédience politique. Il est question de la vie humaine, il est question de la santé des populations. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Joseph. Merci à vous également. L'espoir est donc permis. La couverture sanitaire universelle sera une réalité en Afrique.
C'est sur ces mots d'espoir que nous refermons ce plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très très bientôt.